3, 2, 1, top. Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques des BFN. 3 jours après la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso au stade de l'Unité à Kintélé, le Congo retient son souffle. Si les échos des 10 axes du projet de société résonnent encore, l'heure est désormais à l'attente du Premier ministre. Acte concret de ce nouveau mandat, la formation d'un gouvernement après la démission du Premier ministre qui prendra les commandes pour transformer les promesses en réalité. Entre l'appel à la jeunesse et l'engagement personnel du chef de l'État, nous décryptons ce tournant avec notre chroniqueur Brony Fortuna. Merci d'être connecté sur Téléka Média pour ne rien rater. Bonjour Brony. Bonjour Gabriel. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Brony, le président, le 16 avril dernier, le chef de l'État a décliné 10 axes pour son projet de société. Au-delà des mots, est-ce que nous sommes face à une véritable nouvelle vision ou une simple mise à jour des priorités? Il ne s'agit pas, Gabriel, d'une nouvelle vision au sens d'un changement de paradigme. Ce serait difficile pour ce système d'y arriver en 5 ans. Il faut plutôt voir une mise à jour logicielle où finalement, je crois que le chef de l'État veut accélérer les processeurs, pour emprunter ce terme technique. Pourquoi je parle que s'il ne s'agit pas d'une nouvelle vision? Parce que les axes en soi, c'est ce qui, en réalité, constitue, j'ai envie de dire, la vision de développement d'un État. Et ici, présenter les axes comme l'agriculture, l'industrie ou autres ne constitue en rien un changement puisqu'on en parle depuis des années et puisque le président est resté sur le cap, on va dire, du PND, du Programme national de développement. Donc on peut pas parler de changement ni de changement de paradigme, non plus d'une nouvelle vision. Il s'agit plutôt d'une mise à jour logicielle. Pourquoi? Parce que quand on regarde la présentation des 10 axes, la question aujourd'hui, c'est de savoir, dans la hiérarchisation de l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire dès l'entame de ce mandat? Les 10 axes en soi, c'est très bien. Et on aurait aimé que dès l'entame, donc dès le 16 avril où je prête serment, je nomme mon gouvernement, quel est le chantier le plus urgent auquel on peut s'attaquer? Parce que l'urgence, tout ce qui est urgent n'est pas prioritaire, et comme tout ce qui est prioritaire aussi ne sont pas urgentes. Donc, on peut dire les 10 axes sont prioritaires, mais est-ce que c'est urgent? C'est comme on peut dire que parmi les 10 axes, il y a l'urgence, mais est-ce que c'est prioritaire? Donc quand on regarde, même dans le fond et la forme du discours du président, le discours d'investiture, il faut pas s'attendre à quelque chose de nouveau. Et les phrases qui deviennent parfois des rituels reviennent depuis à peu près, depuis pratiquement 20 ans ou 30 ans dans ces différents discours. Et lui, souvent, il présente, comme il a dit sur ces différents projets, c'est une continuité constructive, c'est une évolution constructive de ces différents projets de société. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est d'aller évaluer depuis 2002, pour ne pas aller un peu en arrière, 98, mais je prends à partir de 2002, jusqu'à en 2026, puisque le dernier, le nouveau quinquennat vient de démarrer, donc jusqu'au dernier quinquennat. Alors, quel est aujourd'hui le niveau de satisfaction de la réalisation de ces différents projets de société? Est-ce que ces différents projets de société ont atteint un niveau de satisfaction, une moyenne que l'on s'attendait depuis? Donc, aujourd'hui, quand on reste sur ces éléments qu'il a présentés, les 10 axes, on peut pas parler d'une nouvelle vision. Non, on peut pas parler d'un changement de paradigme. Le problème aujourd'hui, c'est que le président veut remettre le logiciel à jour pour donner beaucoup plus de performance. C'est ça le problème. Vous avez le même téléphone, vous avez les mêmes applications, mais il y a certainement les nouvelles applications qui peuvent s'ajouter dans votre téléphone, mais l'objectif c'est de booster parfois le téléphone, de booster certaines applications pour que finalement le téléphone fonctionne normalement. Mais on peut pas dire qu'on a changé de téléphone ou encore on a changé de mémoire, la mémoire du téléphone. Donc c'est juste une mise à jour. Donc, une véritable mise à jour logicielle. Bonnie, lors de cette cérémonie de prestation, le président a beaucoup insisté sur la jeunesse, mais avec une nuance particulière, il appelle au travail et à l'humilité aux côtés des vieux. Est-ce un passage de témoin en douceur ou une manière de dire aux jeunes que leur
retour n'est pas encore tout à fait arrivé. Bon, il faut savoir que le président, lui qui nous rappelle souvent son enfance, sa jeunesse, lui qui a baigné dans sa jeunesse, dans son enfance, dans un environnement traditionnel sain, il le disait lui-même qu'à leur époque, à leur jeunesse, il y avait pas des prisons comme aujourd'hui, je crois, parce que les valeurs ont été promu à cette époque-là, parce que aussi l'éducation avait occupé une place de choix à la fois dans les familles et dans la société. Aujourd'hui, quand vous comprenez ce qu'il dit, c'est un ordre social traditionnel qui veut dire quoi? Sagesse avant action. On veut bien occuper des fonctions, on veut bien être responsabilisé, mais avant tout, il faut de la sagesse. Il faut savoir tracer le chemin où aller. C'est ce qu'il veut dire, parce que la précipitation pour la précipitation ne servira à rien. Il faut que les jeunes prennent le temps de se former, d'apprendre. Mais apprendre auprès de qui? Auprès des aînés qui ont une expérience, les aînés aussi qui sont passés par les mêmes chemins, les aînés aussi qui aujourd'hui, qui sont nantis d'une certaine sagesse et qui peuvent aujourd'hui se servir d'éclairage pour la nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'on constate aujourd'hui que ça bouillonne au niveau des jeunes, surtout ceux qui sont de la majorité présidentielle, pour ne pas citer le PCT. On en a parlé sur ce plateau, les jeunes se bousculent, on avait dit au portillon du président de la République, pour moi je veux être ministre, on entend celles et ceux qui prennent ces postures, celles et ceux pour avoir serré la main du président, pour l'avoir accompagné, et pendant la campagne aujourd'hui, décident, s'imaginent, se croient déjà ministre, et parfois sans aucune expérience. Parce que pour nommer quelqu'un, le président de la République, je crois qu'à plusieurs paramètres, c'est très bien, la loyauté en politique passe souvent avant tout, la fidélité aussi, mais souvent il tient compte à la fois de la formation, de la compétence, de l'expérience. Alors, on ne peut pas aller apprendre à un certain niveau de responsabilité comme le gouvernement, on peut pas être stagiaire au gouvernement, on peut pas, non. Ce serait trop risqué, surtout qu'on est dans une période assez difficile où le nouveau quinquennat se veut être un quinquennat de solutions aux problèmes qui minent la société, un quinquennat encore qui traîne avec qui, j'ai envie de dire, hérite toutes les crises et tous les problèmes que nous avons connus donc au précédent quinquennat. Il faut donc à la fois jeunes ou vieux qu'ils soient des jeunes d'expérience, des jeunes compétents, des jeunes qui se distinguent par leurs compétences, par leur expérience, mais pas seulement parce que on a intégré le parti. Et tout le problème, c'est ça, parce que vous constatez aujourd'hui cette facilité, cette politique de facilité est instaurée plus ou moins par le parti Congo Travail, où vous constatez le bureau politique, le comité central, qui devait être en réalité des organes où des cadres viennent pour pas seulement pour... On ne peut pas venir au bureau politique pour apprendre la politique. On ne peut pas être membre du comité central pour apprendre la politique. Parce que ce sont des organes de réflexion, comme le président l'a souhaité lui-même, des organes de discussion, des organes de proposition. Des stratégies également. Et ce sont des organes stratégiques. Mais vous constatez que le PCT a instauré la politique de facilité où finalement, même celles et ceux qui n'étaient pas au parti, qui ne connaissent pas l'idéologie du parti, aucun texte, aucun article, sont directement parachutés au comité central, parachutés au bureau politique. Et ça, on a la tentation, quand on atteint ce niveau au sein du parti, on peut s'arroger le droit d'être meilleur que d'autres, alors qu'on n'a pas d'espérance, on n'a pas de compétences, et on peut rêver, comme on le constate, devenir ministre. Nous avons connu des ministres dans ce pays qui n'ont pas pu simplement parce que, non seulement qu'ils n'avaient pas d'expérience, mais n'avaient pas de compétences. Donc, à un moment donné, le président craint qu'il y ait un changement brutal de générationnel. Il veut que les choses aillent petit à petit, avec beaucoup d'accompagnement des aînés. Mais le problème aussi, il y a des jeunes, mais aussi ces aînés. Est-ce que nous avons aujourd'hui les aînés qui reflètent ce que le président souhaite?
qu'est-ce qu'on transmet à cette nouvelle génération quand on sait que les aînés qui sont là eux-mêmes pour la plupart, et on va pas aller citer les noms nommément ces aînés, mais quand on regarde de génération en génération, on se rend compte aujourd'hui, si hier la société juvénile du président de la République était marquée par les valeurs, était marquée par la décence morale, était marquée par l'engagement, mais parce que je pense que les ancêtres, les pères, leurs pères avaient bien bâti cette société léguée à une nouvelle génération. Mais la nôtre aujourd'hui, une société congolaise qui est caractérisée par la corruption, caractérisée par l'immoralité, caractérisée, j'ai envie de dire, par les antivaleurs, caractérisée par le vol. Est-ce que c'est cette culture qu'on va transmettre à la nouvelle génération? Est-ce que c'est cette culture qu'on va léguer à la nouvelle génération? Tout le problème est là. Tout le problème, c'est pour cela qu'en ce moment, je crois que transfert générationnel, c'est bon, mais je pense qu'on devrait compter de moins en moins sur les visages des gens, donc de moins en moins sur les questions générationnelles, mais il faut plutôt s'appuyer sur les compétences, s'appuyer sur l'expérience, s'appuyer sur, j'ai envie de dire, l'intelligence et la moralité, que de compter sur les visages des hommes et des femmes, ce serait un échec. Une phrase a marqué les esprits, j'y veillerai personnellement. On sent une volonté de contrôle direct sur les dossiers brûlants, notamment le sport. Qu'est-ce que ce rituel verbal nous dit de la méthode Sassou pour ce mandat? J'y veillerai, j'en parlais d'entrée de jeu, je peux vous rappeler que ce n'est pas pour la première fois que le président utilise cette phrase, qui devient, je parlais tout à l'heure, d'un rituel. Mais au-delà d'un rituel, j'y veillerai personnellement, est une méthode de gouvernance, toute une méthode entière de gouvernance, le directoire. Quand on comprend depuis que le président en parle, ça veut dire que le président semble être ou se veut être le président manager. Celui qui, en réalité, s'écarte du système pour veiller personnellement, mettre sous l'œil chaque membre du gouvernement, chaque responsable qu'il a nommé à différentes fonctions. C'est-à-dire que moi-même, je deviens ce manager qui suit à la loupe ce que vous faites et je vous sanctionne sur la base de vos actes. Je vous sanctionne sur la base de vos résultats. C'est à peu près ça si on comprend ce que le président dit. Mais je vous dis, mais ça reste aujourd'hui tout un slogan, c'est ce qui paraît être aussi inquiétant. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez que le 31 décembre 2017, le président de la République prenait un tableau assez indécent, assez catastrophique de la montée des antivaleurs dans les administrations, les détournements et tout ce qu'il fallait, et il avait dit qu'il fallait que ça s'arrête. Les détournements de fonds, je sais pas ce qu'il avait dit exactement, il parlait de la reddition des comptes, il décriait ces mots. Il disait, il avait étudié en 2017, j'y veillerai personnellement. Est-ce que ces mots-là s'arrêtent? On arrive le 31 décembre, non, le 16 avril 2021, quand il prête serment. Donc il y a de cela 5 ans. Ouais. Il parlait de la paix. La paix est un credo, la paix est sacrée, la paix est plus précieuse, nous devons la sauvegarder. Et il avait également utilisé « j'y veillerai personnellement ». On peut encore remonter un peu, on peut arriver à 2023, le 31 décembre. Quand il déclare l'année de la jeunesse, prononce ce fameux discours, il parlait donc de l'accompagnement, de la facilitation d'accès au travail des jeunes. Il disait, j'y veillerai personnellement. Il devait être en 2018, si je ne me trompe pas, il était devant le Parlement réuni en congrès. Et cette fois-ci aussi, même en 2023 également. Il parlait de la réduction du train de vie de l'État. Il avait utilisé cette phrase, j'y veillerai personnellement. Et quand on regarde 2017, 2018, 2021, 2023, et il a encore prononcé en 2026, est-ce que les mots dont il a décrits en 2027 sont réellement éradiqués?
quand on regarde les fameuses années de la jeunesse, est-ce qu'on a atteint l'objectif? Et quand on regarde la réduction du train de la vie, il en parle en 2018, est-ce que le gouvernement, les différents gouvernements ont réellement réduit le train de vie de l'État? Quand on est passé même de 30 ministres à 34 finalement, et quand on n'a pas pu jusqu'ici réduire les salaires des ministres, quand on n'a même pas pu aussi prendre certaines décisions drastiques pour réduire le train de vie de l'État, est-ce que vous pensez vraiment que JVR personnellement a eu vraiment de l'impact dans la gestion du pays? Alors qu'au fond, je crois que c'est dans l'idée du président, c'est qu'il décide à partir de JVR personnellement, c'est que je ne me contenterai plus des fiches qu'on m'apporte sur mon bureau, je ne me contenterai plus des rapports, je ne me contenterai plus du système qui est mis en place, de la hiérarchisation où l'information part d'un point à un autre, ou des comptes rendus de chaque ministre ou de chaque collaborateur. JVR personnellement, ça veut dire que il faut que j'ai le temps, moi, d'aller à travers mon cahier de bord, à travers mes enquêtes personnelles comme il avait fait avec la justice, évaluer chaque collaborateur sur la base des résultats. Ça, c'est JVR. Et donc, aujourd'hui, on pense que finalement, s'il y tient réellement, parce qu'il est pas, on a vu, il avait l'air vraiment autoritaire, il avait l'air très rassurant et très sûr, et donc il faut qu'il soit le président manager qui doit évaluer ses collaborateurs sur la base des résultats. Et ça lui permettra de s'éloigner du système, ça lui permettra d'être réellement informé de ce qui se passe à la base. Je peux vous rappeler encore que l'accélération de la marche vers le développement, on peut s'arrêter au niveau de l'accélération, ce n'est pas nouveau non plus. Nous avons eu dans ce pays un projet très ambitieux, mais très ambitieux, la municipalisation, accélérée. Ça veut dire que l'accélération au Congo n'est pas, on va dire, une nouvelle vision ou une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie de management, non. Mais les gens, à mon avis, ont confondu l'accélération de la municipalisation avec l'accélération des constructions des infrastructures. C'est-à-dire qu'on doit terminer des infrastructures avant le 15 août pour qu'on l'inaugure, même quand c'est pas achevé. C'est comme on constate aujourd'hui des écoles qui sont construites en 3 mois. Ça, je crois que c'est l'idée, la conception de l'accélération que les gens ont aujourd'hui. Malheureusement, vous allez, je peux regarder rapidement mes notes pour que je me trompe pas. Je peux vous rappeler rapidement, en 2023, donc décembre 2023, je prends quelques phrases. Nous devons accélérer la cadence de la diversification de l'économie. Ça, c'est en décembre 2023. En 28 novembre, donc la même année, nous sommes donc bien avant, donc 28 novembre de la même année, l'heure est à l'accélération de la mise en œuvre du PND. Je peux encore poursuivre, janvier 2024, donc c'est récent, lors de la cérémonie des vœux, le président disait « J'instruis le gouvernement à une accélération notable des réformes visant à l'amélioration du climat des affaires ». Et pour terminer, le 16 avril donc 2021, il prêtait serment. Le mandat que vous m'avez confié est celui de l'accélération de la transition économique. Vous comprenez que accélération en soi ou la politique de l'accélération n'est pas une stratégie qu'on vient de faire naître ou encore une nouvelle stratégie. Ça a toujours existé dans la vision du président d'accélérer les choses parce que je pense, à mon avis, qu'il a constaté les lenteurs à différents niveaux. Il a constaté les échecs à différents niveaux de la réalisation du PND. Et il a constaté aussi, puisqu'il avait appelé en 2024 à la digitalisation du trésor, jusqu'aujourd'hui, ça a traîné. Quand on regarde tout cela, je pense que dans sa vision, il faut aller vite. Mais malheureusement, comme je le disais, l'on confond donc cette accélération à la précipitation de faire les choses très vite et passer à autre chose. Or, l'accélération ici, c'est d'avoir des réformes qui ont été déjà commencé à être mises en place pour permettre la fluidité administrative dans le traitement des dossiers. C'est pour permettre aujourd'hui, comme la CPCE est en train de le faire avec le DG Kibangu, la digitalisation de tout ce secteur pour que la création des entreprises se fasse en un clin d'œil. Il faut donc digitaliser
digitaliser l'administration pour que finalement, même dans la traçabilité des collectes des fonds ou de la mobilisation de fonds, que tout soit tracé. C'est ça ce qu'on peut appeler l'accélération. Mais sans ces réformes, soyez sûr qu'on ne peut pas accélérer. Même si on peut construire un aéroport en 3 mois, ce ne serait jamais de l'accélération au sens où nous comprenons, le sens où le président voulait que ça se passe. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, j'y veillerai pour que cela ait réellement de l'écho dans le social, pour que cela sorte d'un simple rituel. Il faut que cela devienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute une méthode de gouvernance, le directoire. Ça veut dire que le président qui doit beaucoup aux Congolais, qui est encore élu par son peuple, à qui on a confié le mandat, puisque il le dit lui-même, doit, comme l'a dit le politologue Ibarapéa sur ce plateau, que finalement, il faut que ce mandat soit réellement le mandat du peuple, et pour cela, il faut être pragmatique. Il faut donc être le président, manager, qui fait le choix des hommes, pas sur la base des visages, sur la base de nomination-récompense. Il faut qu'on passe donc de la culture de nomination-récompense à la culture de nomination-mission. Monsieur, je vous amène ici, la feuille de route est là, je vous confie une mission et je vous juge, je vous sanctionne sur la base de vos résultats. Tout part de là. Mais si on ne peut pas faire ça, je vous dis que le président, ses discours peuvent se ressembler parce que c'est le même homme qui a la même vision, qui a les mêmes ambitions, ça peut se ressembler, mais le problème c'est la matérialisation de ces discours. Nous arrivons à la fin de notre échange Bourné. Une dernière question pour nous séparer. La primature est vide depuis la démission du Premier ministre. Selon vous, quel est le portrait robot de l'équipe qu'il nous faut aujourd'hui pour relever les défis socio-économiques et sanitaires? Peut-on espérer voir un renouvellement sans visage du passé? Écoutez, le renouvellement dans le sens d'une table rase est très risqué. Le non-renouvellement aussi peut être considéré comme un abus de confiance. Ça peut susciter de la frustration auprès de la population. Je veux commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que c'est trop risqué de faire une table rase. En politique, quand déjà un pouvoir a autant de décennies dans la gestion de la chose publique, il est difficile de chambouler. Pourquoi ? D'abord, on a besoin aujourd'hui des mémoires institutionnelles. On a besoin aussi des réseaux d'influence dans le pays et qui établit la stabilité, j'ai envie de dire, de l'État. Si on ne fait pas ça, si on chamboule les gens qui aujourd'hui constituent, comme j'ai dit tout à l'heure, des mémoires institutionnelles, qui ont aujourd'hui conçu des réseaux d'influence, on va tout chambouler. Parce que, à un moment donné, quand on regarde comment le gouvernement est constitué, vous avez à peu près 3 pôles. Je crois que c'est comme ça que le président fonctionne. Et c'est à peu près un peu comme ça que ça fonctionne ailleurs. Le Congo peut être un cas apparent, un cas isolé, d'exception. Vous avez 3 pôles à peu près. Vous avez le pôle des partenaires politiques. Le président, quand il est arrivé au pouvoir en 97, il n'est pas arrivé seul. Il est arrivé par l'appui des autres partenaires. Chacun a apporté un bout de pain, l'autre a apporté un véhicule, un autre a apporté de l'eau, et finalement, il y a eu des élections en 2002, il n'était pas seul, il a fallu avoir une sorte de coalition. C'est pour cela qu'on parle de la famille de la majorité présidentielle, qui est composée de plusieurs familles. Et en ce niveau-là, il faut donc qu'il y ait des accords politiques, des partenariats. Donc, on va pas citer ceux qui sont là, mais vous avez plus ou moins Club 2002 pur, vous avez le parti d'Alphonse Silou, je ne dis pas qu'ils doivent rester éternellement au gouvernement, c'est pas ce que je dis. Je vous cite quand même le PRL de Nick Fila actuellement, et peut-être aussi Pascal Tchati-Mabiala, qui n'a pas voulu aller aux élections, qui n'a pas donné de consigne non plus, mais dont on a vu indirectement par son ministre qui est au gouvernement soutenir le président Denis Sassou Nguesso, quand on l'a vu aussi reconnaître les résultats. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça des accords, et finalement, le respect des accords en politique, tant qu'on continue de partager la même vision, et le respect est sacré. On a vu le RDD à son époque, quand il a constaté finalement que les accords n'étaient plus respectés avec le PCT, il a décidé de claquer la porte et de partir. Donc il est souvent difficile de bouger
de bousculer ce niveau, ce pôle des partenaires politiques. C'est un contrat, voilà, ils ont des accords de gouvernement, ou encore moi je dois avoir une circonscription électorale, je dois avoir une circonscription au Sénat. Donc ce sont des accords, on a validé, bouclé, il faut respecter l'engagement. Mais vous avez aussi le pôle famille et amis. On va pas citer les noms ici, c'est les neveux, les enfants, c'est les amis des amis, les enfants des amis. Un tel ami m'avait accompagné dans ce combat, un camarade fort, et qui m'a légué son enfant, qui m'a légué sa fille. Et donc il y a aussi ce pôle-là, où finalement souvent, on ne change pas comme tel, mais on peut changer les hommes, mais pas vraiment changer j'ai envie de dire, de cadre. Après vous avez le dernier pôle, c'est le pôle des technopolitiques. Ce sont des universitaires, des hommes d'expérience, des hommes de compétences, mais qui en réalité, c'est à ce niveau de ce pôle-là qu'on peut bousculer à n'importe quel moment, parce qu'on regarde l'influence politique, on dit mais est-ce que telle ou telle personnalité a une influence politique? Est-ce que s'il quitte aujourd'hui, il va perturber la paix dans un tel endroit? Donc on regarde tout cela, finalement, si on peut le déguerpir, il y aura rien parce qu'il n'a pas un parrain qui soit fort pour le protéger. Donc on regarde aussi sur la base de ces résultats. Est-ce qu'il a vraiment accompli sa mission? Est-ce qu'il a bien travaillé? Et quand on regarde tout ça là, bon, on peut donc changer à ce niveau. Donc je disais tout à l'heure, chambouler pour chambouler, ça peut créer une crise parce que vous avez des gens qui se sont enracinés dans ce pouvoir, qui ont des contrats, des accords, j'ai envie de dire, et finalement qui peuvent, en rien de temps, déstabiliser, perturber la paix s'ils ne sont pas d'accord avec leur départ. Et même le système en soi, il y a des gens qui sont là depuis, qui constituent aujourd'hui des piliers de ce système, toute une brique pour le système, tout un maillon pour le système. Et donc si on le retire du système, ça peut donc créer un dysfonctionnement total de tout le système. Et c'est pour cela que souvent on regarde ces questions de stabilité, ces questions de paix, on garde certaines personnes. Et puis je disais, mais écoute, le non-renouvellement va frustrer les gens. On va dire quoi? Mais finalement, il nous a promis le changement, il nous a promis, mais pourquoi est-ce qu'on garde les mêmes visages? Donc si on ne joue pas sur cette question de dire, finalement, on peut garder le noyau, mais il faut peut-être faire ce qu'on appelle de la greffe politique. Ça veut dire que on prend un peu une certaine nouvelle génération, quelques jeunes, on vient greffer à ce noyau pour permettre quand même qu'il ait une sorte d'équilibre. Je crois que c'est ce qui peut se faire. Maintenant, quand vous me parlez des visages, moi j'entends les gens dire quel visage va rentrer, quel visage va sortir. Je crois que le débat, à mon avis, ne devait pas se situer au niveau des visages. Je parlais tout à l'heure des compétences. Tant qu'on va rester au niveau des visages pour dire qu'on a besoin de tel visage, ça ne changera absolument rien. Il faut plutôt tenir compte, peu importe, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, il faut tenir compte de l'expérience. En réalité, quand le président de la République nomme son premier ministre, je pense qu'il prend le temps de discuter avec lui comme il peut discuter avec tous les ministres. Moi, j'ai un tel projet de société, vous m'apportez quoi? Le président connaît tout le monde ou presque, ou il a tout ce qu'il faut pour connaître les hommes dans ce pays. Et donc, il sait à quel moment il peut placer un tel ou tel endroit, ou dans tel ou tel poste. Tout dépendra de lui. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé il y a 40 ans à peu près, il faut qu'il ne regarde plus au visage. Je parlais tout à l'heure de la culture de la nomination en récompense, il faut plutôt qu'il regarde au niveau des compétences. Des hommes qui sont capables, après une discussion avec le premier ministre qui va nommer, ok, moi j'ai telle vision, ma priorité c'est ça, mon urgence c'est ça. Il faut avoir des gens qui sont capables, pas seulement pour répéter ce que le président a dit, mais pour appliquer dans les faits ce que le président a dit. Il faut regarder la moralité d'un et des autres. Il faut être capable de s'entourer des hommes aujourd'hui qui vont apporter le Congo réellement vers le développement. Pendant longtemps, on s'est assis sur la politique de la nomination-récompense et on connaît les résultats. Donc, le débat des visages en soi, à mon avis, était un débat de non-sens. Il faut plutôt aller sur le débat des compétences. Merci Bruni d'être passé. Je vous en prie, Gabriel. Merci à vous, chers internautes de Téléka Média. L'actualité continue sur Téléka Média. Abonnez-vous, partagez et likez le contenu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique.